Vis-à-vis des jeux d'horreur, j'ai toujours été un gros péteux. Un roman d'horreur, un film d'horreur, aucun problème. Mais dès l'instant où on me met une manette en main, et où on me demande de partir au devant du danger, c'est mort. Je panique et je lâche très vite entièrement l'affaire. Je n'ai jamais fini un jeu du genre. Mais avec Halloween qui approche à grands pas, j'ai décidé de m'attaquer franchement à l'un des grands classiques du genre, dans sa version la plus moderne. Je prends pas forcément de très grands risques, parce que d'après ce que j'en sais, l'aspect horrifique est ici plutôt modéré, surtout par rapport à d'autres jeux plus récents. Mais je n'ai aucune intention de me lancer dans Soma ou de démarrer Amnesia pour la 3e fois. Alors voyons si au moins je peux aller jusqu'au bout de Resident Evil, premier du nom. Ce remake est probablement l'un des plus beaux jeux de sa génération. Absolument magnifique et bluffant à l'époque. Certains ont réellement eu du mal à croire ce qu'ils voyaient lorsque le jeu a été révélé. Que ce soit en matière de texture, de modélisation, de lumière, cette version a pu faire penser à de jeunes joueurs un peu naïfs. C'est bon, ça y est, on fera pas mieux. Aujourd'hui, la résolution des décors pré-rendus, prévue pour une GameCube, est bien trop faible comparée à celle des personnages. Alors les développeurs de la version HD présente ont opté pour un upscaling par IA, avec peut-être des retouches manuelles par endroit. Ça fonctionne pas trop mal dans l'ensemble, même si certains matériaux peuvent sembler un peu déformés, voire un poil surréalistes comme de la roche ou du bois un peu lisse, ou un verre un peu mou. On aurait aimé de vrais décors HD, faits d'après les fichiers originaux, mais comme souvent, les développeurs ne s'en sont pas réellement souciés de leur préservation. Alors sur écran moderne, on doit faire avec un manoir un peu baveux. Ça fait encore très bien le taf niveau ambiance, surtout que la structure du manoir est plutôt convaincante, chaque aile ou pièce ayant sa fonction. Ça donne de la personnalité au lieu, et ça aide aussi à s'orienter en passant. Les personnages, eux, affichent encore un niveau de détail très correct, les décors pré-rendus laissant la machine gérer des modèles riches en polygones. En dehors de quelques très gros plans révélant des limites qui passent inaperçues sur la plupart des plans. Les animations des persos sont peut-être un tout petit peu vieillottes, mais quand même convaincantes dans leur contexte. Celles des zombies et de certains autres ennemis ont un certain charme désuet par leur aspect exagéré. En fait, la seule vraie critique que j'ai à faire sur le plan graphique vient d'une limitation technique de l'original, et c'est les plans fixes. C'est un excellent moyen de créer de la tension tout en apportant une expérience cinématique, et j'apprécie le niveau de détail que cette méthode permet, mais dans le même temps, c'est parfois frustrant. Interagir avec un ennemi qu'on ne voit pas, en cherchant à jauger les distances, ou à deviner sa position au bord de l'écran n'est pas effrayant. C'est juste chiant. L'ambiance sonore est au top. Les bruitages sont bien samplés, mais pas trop réalistes. Chaque son est familier, mais avec juste ce qu'il faut de bizarre pour faire monter la pression. Les bruits sont tout ce qu'il y a de plus classique dans le genre. Une horloge qui sonne, une chaîne qui grince, le bruissement des feuilles, les cris d'animaux. Mais il n'en faut pas plus pour imposer une ambiance d'horreur classique dans un titre qui n'a pas l'originalité pour ambition. Le son est par ailleurs très bien utilisé. Il peut par moments annoncer un danger au joueur en avance. Le son d'une porte branlante, le cri d'un monstre hors écran. Évidemment, ça participe avant tout à l'ambiance. Mais ça joue aussi sur le gameplay, en limitant un peu l'impact négatif que les plans fixes peuvent avoir sur le gameplay, par exemple. Les doublages en revanche sont assez médiocres, pour être gentil avec les doubleurs. Ceux de l'original étaient très mauvais, totalement ridicules et au final assez drôles. Ceux-ci sont juste totalement oubliables. Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. Les dialogues auraient même presque tendance à un peu sortir du jeu, sans avoir pour autant l'excuse comique de ceux de la PlayStation. C'est pas embarrassant non plus, et on s'y fait quand même après quelques cinématiques.
Le milieu du doublage vidéoludique commençait à se professionnaliser doucement, mais on était encore loin des standards actuels. Le scénario est à peu près dans la même veine que les doublages et ça tombe bien. Le joueur incarne au choix Jill Valentine ou Chris Redfield, membre des Stars, chargé d'enquêter sur la disparition d'une autre équipe des mêmes forces spéciales. Abandonnés par leur pilote d'hélicoptère, pour une raison qui m'échappe toujours, et chassés par des chiens zombies, l'équipe se retrouve enfermée dans un manoir infesté de zombies et de monstres. C'est de la bonne grosse série B un peu kitsch, voire par moments de la série Z. Le scénario des Resident Evil n'est jamais le gros point fort de la série. Ce premier épisode est en plus très simple et limité. En vrai, c'est pas plus mal, je préfère une histoire claire et maîtrisée qu'une œuvre complexe dans laquelle le scénariste se perd et perd avec lui les joueurs. Et puis, on est au début du genre, il faut être un petit peu indulgent. Les personnages sont des clichés, tout ce qu'il y a de plus transparent. Leur personnalité est figée, leurs intentions évidentes, et leurs interactions sont soit cousues de fil blanc, soit au contraire totalement chaotiques et absurdes. Umbrella set us up. J'en veux pas non plus au jeu pour ça. Il est juste le fruit de son époque. Et ça a son charme. Faut juste pas s'attendre à trop de surprises ou à trop de profondeur. Il faut envisager ce jeu comme un gros nanar et se laisser porter par le ridicule des dialogues et de l'histoire. Avant même de parler des contrôles, je préfère prévenir qu'il vaut mieux lire le manuel des Stars qui est présent dans l'inventaire dès le départ. Il donne toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin sur les actions possibles dans le jeu. Ça vous évitera de bloquer sur une interaction en tout début de partie ou de passer par les menus pour afficher la carte alors qu'il y a un raccourci pour ça. Voilà. Autre chose à savoir, le jeu propose 2 méthodes de contrôle, classique ou moderne. J'ai été totalement incapable de m'adapter au contrôle subjectif à l'ancienne. J'ai donc opté pour les contrôles modernes plus libres. Ce contrôle en point de vue caméra a un défaut cependant. Les changements d'écran peuvent désorienter un peu ou demander des ajustements un peu bizarres. On voit bien que le jeu de base était prévu pour l'autre méthode de contrôle et ceux qui arrivent à jouer à l'ancienne profiteront sans doute d'une meilleure immersion. Mais après quelques tentatives malheureuses, je me suis résigné à utiliser le système qui ne me faisait pas de nœud au cerveau. L'exploration n'en a été que plus satisfaisante. J'ai été perpétuellement tiraillé entre l'excitation d'en comprendre davantage sur le manoir et la crainte des dangers que j'allais trouver. C'est franchement assez grisant, surtout quand certains événements viennent modifier des pièces qu'on pensait connaître par cœur. Le plus gros de la progression se fait par la résolution d'énigmes. La plupart de celles-ci sont logiques et se limitent à des associations de formes ou de couleurs, suivant des textes découverts dans le manoir ou des observations faites par les personnages. Le vrai obstacle à leur résolution, c'est qu'elles demandent le plus souvent l'utilisation d'un ou plusieurs objets, et que votre inventaire est très limité. Du coup, ça génère pas mal d'allers-retours entre les salles des énigmes et le coffre des salles de sauvegarde. L'aspect malin de la chose, c'est que ça vous force à croiser le chemin des zombies esquivés auparavant, et parfois à déclencher de nouveaux affrontements. Je me suis même parfois pris à faire des détours en changeant d'étage pour esquiver des groupes de zombies problématiques. L'aspect un peu moins sympa, c'est que ça reste des allers-retours, et certains trajets sont vraiment fréquents. Ça devient parfois relou. Mais cette frustration finit toujours par s'effacer devant la satisfaction d'une énigme résolue. Et c'est ça la grosse réussite de l'exploration et des énigmes dans ce jeu. Je dirais qu'elles sont très bien dosées. Il y a toujours un nouvel objet à obtenir, de nouveaux stocks à découvrir, un nouveau mystère à résoudre. Ça donne des objectifs plutôt clairs et plein de petits moments satisfaisants poussant le joueur de l'avant. Le système de combat est lent et lourd dans l'ensemble, même avec les contrôles modernes. Entre la lourdeur et l'imprécision des mouvements d'une part, et des angles de caméra empêchant parfois de voir l'ennemi d'autre part, chaque combat était une frustration en début de partie. Je ne redoutais pas le combat par peur des ennemis, mais par peur des contrôles. Encore une fois, je comprenais la volonté des développeurs de mettre la pression aux joueurs en le rendant faible et peu mobile face à l'ennemi. Je comprenais aussi l'âge du jeu.
Ça n'empêche pas que personnellement, découvrant le jeu en 2022, j'ai eu un ressenti initial très négatif des affrontements. Et puis, à chaque session, en prenant mes marques, j'ai progressivement changé de point de vue. La gestion des espaces confinés est devenue une seconde nature après un temps, et que ce soit pour affronter l'ennemi ou l'esquiver, tout finit par devenir naturel. Et puis, le plaisir du combat a probablement aussi aidé par l'arsenal très puissant donné au cours de la partie. Fusil à pompe, revolver et lance-grenades ont une patate phénoménale, très bien représentée par les dégâts qu'ils infligent, mais aussi par leur feedback audiovisuel. Et puis tant pis si l'horreur s'efface forcément un petit peu quand n'importe quel monstre est à un tir de magnum de la mort. J'ai juste un petit souci avec les tirs à la tête et les critiques. Déjà, les critiques se font aléatoirement, comme dans un RPG. C'est vraiment pas très adapté au genre selon moi. Ça veut aussi dire qu'un joueur qui fait quelques critiques chanceux en début de partie part avec un sérieux avantage par rapport à celui qui n'en fait aucun. Ça chinte un peu la difficulté de façon arbitraire. Les tirs à la tête sont eux assez mal fichus et peu intuitifs. On n'a vraiment pas l'impression qu'on va toucher la tête en visant en hauteur, juste qu'on va mettre une bonne raclée au plafond. Ces deux éléments, les critiques et les headshots, n'étant pas forcément bien expliqués, on peut être d'autant plus confus sur ce qui se passe réellement, ce qui à son tour peut mener à des stratégies perdantes. Par exemple, j'ai très vite éclaté la tête d'un zombie en visant vers le haut avec mon pistolet de base à bout portant. Or, le pistolet ne fait jamais de tir à la tête. J'ai juste sorti un critique chanceux. Mais ça m'a fait croire que je pouvais tuer tous les zombies en un tir, en prenant un petit risque. Le jeu m'a très vite fait comprendre que ça ne marchait pas comme ça, j'ai appris ma leçon, mais je suis mort entre temps. En parlant des zombies et de leur mort, le remake a une particularité. Les zombies tués par les joueurs peuvent revenir plus tard sous forme rouge, plus rapide et plus agressive. Dans l'original, il fallait simplement choisir entre tuer les zombies en gâchant des munitions et les esquiver. Ce qui constituait un très bon équilibrage par la gestion des risques et des ressources. Si un joueur désirait se dégager un passage entre deux zones, il le faisait au prix de précieuses munitions. Et si un joueur dépensait trop de munitions en début de partie, il pouvait encore s'en tirer en se rationnant par la suite. Dans le remake, le joueur est doublement puni s'il tue un zombie. Soit parce qu'il devra le tuer à nouveau à son réveil sous sa forme rouge, dépensant encore plus de munitions, voire des soins, soit parce qu'il devrait utiliser d'autres ressources limitées pour disposer des corps, alors que l'espace dans l'inventaire est déjà très limité, en particulier si on joue Chris. Le joueur débutant qui dézingue 20 zombies en début de partie avant de trouver les documents sur les zombies rouges peut bien ruiner son début de partie et être forcé à recommencer. Ou à lâcher l'affaire, hein. À mon avis, on se serait bien passé de cet ajout. De même que celui d'un boss indestructible débarquant au beau milieu d'une zone de sauvegarde. Si vous avez décidé d'explorer la pièce avant de sauver, puisqu'après tout les salles de sauvegarde sont censées être sûres et l'ont toujours été, vous allez déclencher le combat et bloquer l'accès au coffre et à la machine à écrire. Bien entendu, vous n'avez aucun moyen de savoir que le boss est invincible. Vous pouvez donc cacher des munitions et des soins dessus. Il faut en fait juste sortir de la zone, ce qui fait disparaître le boss comme par magie. Sans que ça ait aucun sens. Et je l'ai bien sûr appris en cherchant l'info sur le net après avoir dépensé 8 cartouches et un soin sur cette saloperie. C'est d'autant plus dommage que ce moment est un ajout scénaristique potentiellement intéressant qui introduit en douceur l'histoire d'un personnage. Il y a une bonne raison pour laquelle le jeu ne laisse pas le joueur tuer ce monstre. C'est juste franchement mal implémenté. Par contre, en dehors de ces deux éléments particuliers, j'ai rien à reprocher aux ennemis du jeu qui sont très équilibrés avec toujours des défauts à la hauteur de leurs atouts. Des zombies lents et persistants, des chiens rapides et fragiles, des hunters puissants et prévisibles, des insectoïdes agiles et bruyants. Chaque ennemi donne un angle d'attaque au joueur, à lui d'être vigilant. Le plus souvent, c'est la panique qui le tuera. Franchement, le monster design est un quasi sans faute. Les boss sont en revanche un poil simple. Le plan est à peu près toujours le même, tourner en rond, soit dans un grand espace ouvert, soit autour d'un pilier, et se retourner de temps en temps pour l'aligner. Et apparemment, parce que j'ai joué Jill, je n'avais pas le droit d'affronter le seul boss à couilla plus complexe. Tout ça parce que j'étais une femme. Gloire à cette grosse brute de Barry, le gars qui prend meilleur soin de son flingue que de sa femme. Finissons par un des systèmes phares du jeu, celui de sauvegarde à base de consommables.
Les sauvegardes ne peuvent être faites que sur des machines à écrire présentes dans des salles prédéfinies. Chacune de ces sauvegardes demande un ruban à encre, et ceux-ci sont limités et à trouver dans le manoir. L'idée est la suivante, forcer le joueur à prendre des décisions difficiles dans ses incursions. Mais comme il ne sait pas nécessairement ce qu'il cherche, et ne connaît pas forcément l'utilité de ce qu'il a dans l'inventaire, ou encore les dangers à venir, il est impossible d'évaluer précisément la valeur d'une sauvegarde. C'est justement la peur de l'inconnu qui fait fonctionner le système, surtout associé avec l'inventaire limité et la quantité phénoménale d'objets clés du manoir. Ce que le joueur gère au final, c'est sa progression, et les questions qu'il se pose constamment sont les suivantes. Est-ce que j'ai suffisamment progressé pour me permettre de dépenser un ruban à encre? Et combien de temps est-ce que je perds si j'y vais sans sauver et que je meurs? Ce système met effectivement une grosse pression sur le joueur, mais n'inspire pas réellement la peur ou l'angoisse chez celui-ci. Seulement un peu de frustration face aux éventuels trajets ou interactions à se retaper. J'ai eu bien du mal à l'accepter au début, juste par principe par rapport à ce que je connais. Mais presque sans m'en rendre compte, j'ai fini par assimiler cet enjeu et par l'intégrer à ma routine de jeu. C'est juste devenu une étape naturelle dans le processus. Qu'on soit bien clair en revanche, le jeu offre suffisamment de rubans encreurs pour s'en sortir du moment qu'on ne fait pas de sauvegarde inutile. C'est pas un moyen de punir gratuitement le joueur, juste de le maintenir en haleine. Au final, je comprends bien que la plupart de mes frustrations initiales vis-à-vis de Resident Evil Rebirth viennent davantage de moi et de mes sensibilités que du jeu lui-même. Je découvre aussi en 2002 un jeu qui, malgré un remake et un remaster, a été conçu à la base au milieu des années 90. Et c'est bien pour ça que j'ai eu des difficultés à assimiler certains détails datés. Le marché s'est depuis éloigné des angles fixes, des sauvegardes limitées ou des contrôles à la première personne dès que la technologie le permettait. Ce n'est pas un hasard, et à mon avis, tout ce qu'il y a de plus subjectif, ce n'est pas non plus une erreur. Mais ces éléments peuvent bel et bien contribuer à l'ambiance d'un jeu d'horreur. Ils l'ont longtemps fait, et on a ici affaire à un maître en la matière. Tant et si bien que malgré mes réticences, et mon impression initiale assez négative, ça a fini par prendre, sans même que je fasse le moindre effort. Resident Evil, premier du nom, est bien un classique du genre, si cohérent dans sa démarche qu'il s'est imposé à moi, malgré moi. La prochaine fois que je m'intéresse au genre, ce sera peut-être avec une vision un poil plus moderne de celui-ci. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.